Madagascar. Alors, il va aussi peut-être y avoir des collègues de Tunisie, d'Algérie et du Maroc qui vont nous rejoindre. Et puis, nous avons nos collègues de Géorgie et de France. Alors, comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes plusieurs derrière un écran d'ordinateur, merci de me le préciser sur le chat pour un décompte plus juste des participants. Alors, pour rappel, ces webinaires sont organisés avec un double objectif. D'une part, permettre à ceux qui ont une expérience intéressante de la partager avec les autres et partager les enseignements qu'ils tirent de leur pratique. Et d'autre part, permettre aux autres de découvrir ce qui se fait ailleurs, d'approfondir, de s'inspirer pour ensuite initier de nouvelles activités à leur niveau. Alors, le sujet des paysans relais n'est pas récent. À Madagascar, FIFATA travaillait sur le sujet déjà en 2008, avec notamment un premier atelier qui a été organisé en 2011, il me semble. Plus récemment, en 2019, lors des rencontres transversales organisées au Kenya, une table ronde avait été organisée sur le sujet. Le webinaire animé aujourd'hui s'inscrit dans le même esprit et dans la continuité de la journée de travail sur ce sujet, donc cette table ronde qui a eu lieu au Kenya en 2019, intégrant de nouvelles expériences à partager et prenant en compte l'évolution des dispositifs. Alors, sur un aspect plus technique, nous utilisons le logiciel Zoom qui propose un ensemble d'options, et notamment la conversation, où vous pouvez poser vos questions, vous exprimer sans interrompre ceux qui sont en train de parler et de présenter. En cas de problème, n'hésitez pas à nous contacter, Justine et moi-même, via le chat. Donc, ce webinaire est traduit de façon simultanée en anglais sur le canal interprétation anglais. Juste pour information, pour les intervenants et pour les personnes qui poseront des questions, n'hésitez pas à parler, on va dire normalement, pas plus doucement que d'habitude, sans faire de pause entre les phrases. Les interprètes vont nous traduire ça en simultané, voilà, sans souci. Si jamais il y a des soucis audio, si vous savez que votre ordinateur a une audio un petit peu faible, n'hésitez pas à utiliser un casque. Ça aidera vraiment les interprètes dans leur tâche de traduction. Ce webinaire sera enregistré, que ce soit la version française ou la version anglaise, pour permettre d'être réécouté et visualisé par ceux qui auront été absents aujourd'hui ou tout simplement par ceux qui souhaiteraient le réécouter par la suite. Pour que chacun puisse profiter pleinement du webinaire, je vous demanderai de couper votre micro et votre vidéo quand vous ne parlez pas, d'utiliser la fonction lever la main pour prendre la parole et lorsque vous prendrez la parole, de rappeler votre prénom, nom, pays et organisation. Donc, je me présente, je suis Martha Morin-Kaspchuk, chargée de projet à FERT, remplaçante d'Amandine jusqu'à fin janvier, et je serai aujourd'hui l'animatrice de ce webinaire. Donc, Justine, chargée de communication à FERT Paris, m'aidera dans cette tâche. Un grand merci, Justine. Les attentes. Tout d'abord, un très grand merci pour les inscriptions et pour avoir pris le temps de renseigner les attentes ainsi que vos commentaires. Il en ressort globalement la volonté de découvrir les initiatives de notre pays et aussi les perspectives d'évolution. Donc là, on est vraiment dans l'objectif de cet exercice qu'est le webinaire. Il ressort aussi la volonté de creuser le processus d'identification des paysans relais, les rôles et attributions des paysans relais, concrètement, comment ces paysans relais mènent les activités sur le terrain, quelles sont les mesures d'accompagnement de ces paysans relais et enfin les stratégies de pérennisation du dispositif de paysans relais. Pour répondre à ces attentes, au travers de la présentation de différentes expériences développées sur le terrain, nous allons essayer de mieux comprendre les rôles et missions du paysan relais, le fonctionnement du binôme paysan relais conseiller, le processus d'identification du paysan relais et son lien avec l'OP, et enfin les stratégies de pérennisation du dispositif. Donc, pour répondre à ces objectifs spécifiques, nous avons des intervenants de 3 pays, des paysans relais et des conseillers techniciens, ainsi qu'un grand témoin
qui sera chargé de nous aider à prendre de la hauteur par rapport aux témoignages et aux échanges, mais aussi d'apporter des éléments de réflexion pour la suite et des éléments de conclusion à ce webinaire. Alors, je vais demander à chaque intervenant de se présenter rapidement. Je vous propose de commencer par la Côte d'Ivoire. Bonjour, moi c'est le conseiller Kwame Yao Modeste. Voilà, je suis conseiller dans la région du Béquet. Merci. Moi c'est Simon Kwame, paysan relais au sein de l'UMAG à Boaké. Bonjour, et moi c'est Jules, je suis conseiller technique. Normalement, je ne devrais pas trop intervenir, mais peut-être je ferai des relances. Super. Merci, merci pour ces présentations. Nos collègues du Kenya maintenant. Okay, so thank you very much for this opportunity. I'm Calvin Sonyuka. I work with Cereal Growers Association, and I work as a coordinator. With me is a farm advisor. Hello, I'm Julius Maina. I'm Farmers Advisors. I'm a member of CGA. Thank you. Thank you very much. Continuons ce petit tour de table des intervenants avec Madagascar. Oui, bonjour. Je suis nouveau, je suis donc un employé de FIFATA et je me charge du développement des services aux membres. Et je suis avec Madame Louva, père vaccinateur, paysan relais santé animale. Madame Louva, paysan relais sur la santé animale. Super, merci. Et, bonjour, bonjour à tous. Je suis Ida Arandenaso. Alors, moi, je n'ai pas très bien entendu. Excuse-moi, Ida, est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Ça a coupé un petit peu. Est-ce que là, ça va? Oui, ça va. Donc, Ida Arandenaso, directrice de l'association TEFEL. C'est bon? Et Ida est notre grand témoin aujourd'hui. Merci beaucoup, Ida. Oui, merci beaucoup. Alors, petite remarque, nous vous invitons à noter vos questions, vos remarques au fur et à mesure des présentations. En effet, il y aura après chaque présentation pays, un temps d'échange et des questions-réponses. Alors, pour introduire très brièvement le webinaire d'aujourd'hui, historiquement, le développement de services de conseil agricole portés par les organisations de producteurs a mobilisé des techniciens salariés pour répondre à des besoins de proximité qui nécessitent du temps et qui sont difficilement finançables par les agriculteurs eux-mêmes, et parallèlement à un retrait progressif finançant les postes de techniciens, et enfin pour répondre à un besoin de changement d'échelle, pour toucher plus d'agriculteurs, on a vu l'émergence d'un nouvel acteur, le paysan relais, qui constitue une figure endogène et permanente pour le conseil dans les organisations de producteurs. Alors, on observe une diversité d'intitulés. On parle de producteurs pilotes, d'animateurs endogènes, de paysans formateurs, d'auxiliaires de santé animale ou encore de paysans accompagnateurs qui sont liés aux différentes fonctions du paysan relais. Donc, une diversité d'intitulés pour une diversité de missions. Alors, ce dispositif de paysan relais présente de nombreux atouts. On peut citer le savoir endogène combiné à la connaissance de nouvelles techniques testées par le paysan relais lui-même, la capacité de persuasion, la crédibilité du paysan relais qui est lui-même producteur, des relations de proximité, une complicité, notamment liée au fait qu'il vit dans la communauté, et le fait que ce sont des acteurs plus résilients, assurant un service minimum en continu. Mais ce dispositif présente aussi des défis. Pour n'en citer qu'un, la viabilité. Alors, on pense tout de suite à la viabilité économique et financière, mais il y a aussi la viabilité technique, bien sûr, la viabilité organisationnelle, juridique.
etc. Au travers des expériences présentées aujourd'hui, nous allons donc réinterroger les missions du paysan relais, le fonctionnement du binôme paysan relais conseiller, son lien à l'OP et les stratégies de pérennisation de ce dispositif de paysan relais. Et donc, pour commencer, je donne la parole à nos collègues de Côte d'Ivoire pour nous parler des paysans relais de l'URMAG, donc Côte d'Ivoire de paysan à paysan. OK. Depuis 2019, nous accompagnons l'UMAG, l'Union des maraîchers du Bequet, qui sont fortes de 12 OP présentement dans le centre de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est précisément dans la région du Bequet, qui compte 4 départements, avec 150 producteurs actifs. Et nos actions aujourd'hui sont essentiellement tournées vers le volet technique, le volet organisationnel et aussi la commercialisation des produits maraîchers. Et dans ce processus-là, nous avons mis en place depuis 2020 un dispositif de producteurs relais de 25 personnes qui nous appuient, nous, techniciens, sur le terrain pour avoir une action de proximité et aussi permettre de toucher plus de producteurs. Diapo suivante. Donc, pratiquement pour cette année, nous sommes tournés vers des ateliers d'échange plus pratiques pour permettre à ces producteurs relais-là d'échanger de manière pratique au niveau des expériences acquises avec les producteurs de leur OP ou d'autres OP. Donc, je vais laisser la parole à le conseiller relais qui est là, le producteur relais du moins, pardonnez, pour nous expliquer un peu mieux comment cela se passe. Le représentant, c'est Simon Kwame, le paysan relais de l'UMAG. Il faut dire que depuis cette année, nous organisons des ateliers d'échange pratiques entre paysans, au cours de laquelle nous, paysans relais, nous sommes appelés à expliquer de façon pratique ce que nous faisons dans nos différentes fermes. Et aujourd'hui, nous travaillons un peu plus sur la fertilisation du sol. Et au cours de cet atelier-là, on leur explique un peu qu'est-ce que c'est que la fertilisation même du sol et faire le compostage. C'est quoi même le compost? Quels sont les éléments qui interviennent dans le compostage? Et les paysans à côté posent souvent des questions à savoir et quels sont les éléments dont on a besoin. Et nous, notre rôle, c'est de leur expliquer, leur faire la formation, leur expliquer comment ça se passe. Et le conseiller à côté nous appuie dans l'orientation et dans le recadrement de ces formations-là. Qu'est-ce qui change alors par rapport aux formations classiques? OK, il faut dire que ce qui change par rapport aux formations classiques, là, c'est le paysan relais que nous sommes. C'est nous qui sommes habilités à faire la formation au pair, contrairement aux autres formations où, quand on vient, c'est les formateurs qui forment. Et nous, paysans, nous sommes là pour assister et apprendre les formateurs. Mais là, sur le terrain, c'est plutôt le paysan relais que nous sommes qui faisons la formation. Prochaine diapo. OK. Là, comme je l'expliquais tantôt, au cours des ateliers, il faut dire que nous faisons la formation pratique de ce que nous faisons dans nos différentes fermes. Là, nous avons eu à faire une compostière. Et là, les paysans qui sont venus ont touché du doigt qu'est-ce que c'est que le compostage et quels sont les éléments dont on a besoin pour pouvoir faire notre compost.
Et les paysans ont posé certaines questions, à savoir pourquoi est-ce que ces éléments-là interviennent, quel est le rôle de ces différents éléments. Et là, notre rôle, c'est de leur expliquer que tel élément a tel rôle à jouer, tel élément a tel rôle à jouer. Et nous avons fait la formation, il faut dire que c'est le paysan que nous sommes qui avons fait la formation pratique ce jour-là, bien que le conseiller soit là, mais le conseiller était là pour encadrer et suivre, faire le suivi de cette formation-là. Du coup, Modeste, tu peux peut-être expliquer, toi, quel était ton rôle dans ces formations? Ok, donc dans ces différentes formations, d'abord au niveau de l'organisation, nous échangeons directement avec les paysans relais pour l'organisation, le lieu et tout. Et par la suite, le jour de la formation, notre rôle, c'est d'orienter, par exemple, le débat ou de recadrer les choses. Donc, s'il y a un questionnement auquel les producteurs ne pensent pas, nous, on peut susciter ce questionnement-là et le paysan relais qui fait la formation se charge de rentrer dans les détails. Par contre, nous pouvons aussi intervenir pour donner un peu plus de détails, voilà, pour emmener les uns et les autres à mieux comprendre. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ok, donc, comme je le disais tantôt, nous faisons la facilitation, voilà, des échanges. Donc, du coup, les producteurs, entre eux, ont beaucoup de questions et souvent, les questions vont un peu partout. Donc, nous recadrons le questionnement de telle sorte que nous restons toujours dans le cadre de la thématique qui a été abordée. Et donc, Simon, toi, comment tu vois ce changement de rôle entre le conseiller formateur et cet échange? Il faut dire que cette façon de faire là arrive quand même aujourd'hui à impacter sur beaucoup de producteurs parce que, comme on le dit, c'est des visites d'échange entre les différents OP. Donc, quand les membres viennent se déplacer d'une localité à une autre, c'est de nouvelles expériences qu'ils voient. Et c'est des explications de paysan à paysan qu'on donne. Donc, c'est au fait des explications très pratiques, très concrètes. Donc, ils se sentent déjà même dans la chose. Ça les impressionne plus que de faire la formation plus théorie, avec les thèmes plus vraiment théorie. Et là, je crois que avec ces formations-là, les producteurs se sentent vraiment intéressés. Se sentent vraiment intéressés parce qu'avoir même l'engouement, la participation, déjà même là, on sent que vraiment cette façon de faire, nouvelle façon de faire là, vraiment à saluer. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Au niveau de l'identification des paysans relais, nous avons procédé en 2 étapes. D'abord, il y a eu une pré-identification qui a été faite par les conseillers et cela s'est fait avec la coordination sur des critères de choix. Donc, ces critères-là étaient de voir les producteurs qui étaient disponibles, actifs et puis qui étaient aussi rigoureux dans le travail. Et des personnes volontaires qui aiment partager et surtout qui ont l'envie de tester ou de mettre en place des essais. Donc, c'est avec ces critères-là que nous avons identifié certaines personnes. Et par la suite, il y a eu une sensibilisation avec les élus de l'Union dans toutes les OP sur le choix des paysans relais. Et nous avons croisé ces 2 listes-là parce que nous avons donné la latitude à chaque OP de choisir eux-mêmes leurs producteurs relais. Et lorsqu'ils nous ont fait le retour, nous avons croisé ces 2 listes-là pour voir les éventuelles similitudes. Et puis, le conseil d'administration a donné son approbation. Et c'est par la suite que nous avons lancé les premières formations qui étaient, comme je le disais tantôt, des formations typiquement théoriques. Donc, c'était basé sur la fertilisation, sur la protection des cultures et aussi sur l'introduction à l'agroécologie.
contre. Prochaine diapo. OK. Donc, aujourd'hui, au niveau des producteurs et lait, nous n'avons pas, les producteurs et lait ne sont pas rémunérés, mais les initiatives qui ont été lancées depuis l'année surpassée, aujourd'hui, certains producteurs et lait bénéficient ou ont commencé à bénéficier de ces initiatives-là. Donc, il y a M. Simon qui va nous expliquer un peu, lui, dans son cas, quel est le retour par rapport à ces initiatives. OK, donc, comme je l'ai dit, nous avons eu à bénéficier de pas mal de formations. Aujourd'hui, nous sommes plus accentués sur la fertilisation du sol et à travers la fabrication du compost. Et à côté de cela, nous avons vu que l'essentiel, c'était de pouvoir apporter plus de matière organique sur nos sols. Et là, j'ai introduit aujourd'hui la culture de Mukuna. Le Mukuna qui est vraiment un élément qui rentre rapidement dans l'enrichissement du sol et faire la promotion de cette plante-là pour que tous les membres au sein de notre union puissent s'approprier cette culture ou essayer de façon naturelle de remettre leur sol en valeur. Et à travers derrière cette sensibilisation, c'est de pouvoir peut-être leur vendre la semence que je produis actuellement, ce qui pourrait être en contrepartie un gain pour ce que je donne comme connaissance aujourd'hui. Okay. Ben, peut-être on peut passer à la dernière diapo et aux questions. Très bien. OK, là, donc, vas-y. Je voulais juste commenter rapidement la photo. Je disais là, c'était la dernière visite que nous avons eue sur le site de Africa Rice. Donc, on sommes allés voir les légumineuses, les différentes légumineuses que nous avons à notre disposition pour pouvoir fertiliser nos sols. Ok, super, merci. Un grand merci pour cette présentation très riche et très dynamique. Passons maintenant aux discussions. Je ne sais pas si Jules, tu souhaiterais ajouter quelque chose avant qu'on donne la parole aux participants. Non, ben voilà, c'est une initiative plutôt récente qui a été désormais faite dans toutes les zones. Donc, on a fait un peu un focus sur une pratique particulière, mais je pense qu'il peut aussi y avoir des questions beaucoup plus larges sur le rôle du paysan relais en dehors de ce focus. Très bien. Alors, la parole est donnée aux participants. Voilà, n'hésitez pas à utiliser l'option « Lever la main » pour nous faire signe si vous souhaitez poser une question. Je ne sais pas, Justine, si dans le chat, il y a des questions qui ont été posées. Oui, il y a une question de Calvin qui concerne la sélection des agriculteurs leaders et qui demande s'il y a un comité qui vérifie les noms proposés et un processus de suivi. OK, merci. Merci, Justine. Comme je le disais, le comité, c'est plutôt le conseil d'administration, mais eux, leur rôle a été juste de donner leur approbation et de se questionner sur d'éventuelles personnes. Mais il n'y a pas eu un comité pour dire non, on ne veut pas de telle ou telle personne. C'est pourquoi nous avons fait la sensibilisation dans les OP sur les critères de choix. Parce qu'on s'est dit, si c'est l'OP qui doit décider et que celui qui a été choisi n'est pas en accord avec les autres membres, ça ne marchera pas. Donc, nous avons fait une sensibilisation pour bien leur expliquer, pour ne pas qu'ils puissent faire un mauvais choix. Merci beaucoup pour ces éléments. Peut-être que nous pouvons donner la parole à Joyce, qui a une question du coup à nos collègues de Côte d'Ivoire.
Joyce, vous pouvez poser votre question. J'ai pu lire la question. Donc, la question était comment on est sûr que l'information qui passe de paysan à paysan est correcte. Je laisse la parole. Au niveau de cette formation, les formations qui passent entre producteurs, là, disons que les producteurs relais qui ont été identifiés, la quasi-totalité sont des producteurs qui ont fait des formations avec d'autres acteurs et même aujourd'hui continuent de faire des formations avec d'autres acteurs. Donc, ils avaient déjà de l'expérience, voilà, qui était de l'expérience au niveau paysan. Et avec nous, on leur a encore donné une expérience technique. Donc, aujourd'hui, nous-mêmes, les conseillers, souvent on se retrouve avec des paysans relais qui savent un peu plus que nous, peut-être qu'ils n'arrivent pas techniquement à développer les choses, mais dans l'expérience et dans la manière de faire, ils ont vraiment un très gros bagage. Donc, lorsqu'ils font des formations, nous, on est là, et s'il y a des incompréhensions ou s'il y a des erreurs, nous corrigeons, nous ajustons, et puis les autres, ça permet à tout le monde d'être au même niveau d'information. Merci. Sylvia, est-ce que tu veux poser ta question en direct, si tu nous entends? Ok, bonjour à tous. Ma question, c'est que, est-ce que les paysans relais ne sont pas renforcés sur la technique d'animation pour qu'ils puissent vraiment transmettre le message? Voilà ma question. Merci, Sylvia. Oui, il faut dire que la question est très bien posée. Jusque-là, comme le conseiller l'a si bien dit, c'est des gens qui ont eu à faire des formations avec d'autres acteurs qui profitent de se faire former. Et il faut dire que la formation, elle est continuelle. Donc, il arrive parfois où le paysan il a une connaissance, mais de façon plus explicative, et il n'arrive pas à faire des démonstrations. Donc, à ce niveau-là, le conseiller, il est là pour appuyer le paysan relais, il est là pour donner plus de visibilité sur la chose au paysan relais, de sorte à ce que le paysan relais ait vraiment de quoi à démontrer face à ses pairs. Je voulais rajouter aussi que souvent, les formations se font souvent en langue locale ou l'explication du moins. Voilà, donc comme nous sommes dans la région du Bekel, la quasi-totalité de nos producteurs sont des gens de la région, des Baoulés notamment. Donc, il arrive que souvent, l'explication se fait directement en langue locale et ça permet à tout le monde de participer et de poser des questions ou de comprendre. Ok, merci beaucoup. Mr. Nicholas, you had a question also about the average number of farmers reached by one lead farmer. You can ask it if you need more information. Alors, la question de Nicolas, quel est le nombre moyen de producteurs qui sont, on va dire, touchés, encadrés, accompagnés par un paysan relais? Ok, aujourd'hui, le nombre moyen, nous sommes à environ 15, je dirais. Voilà, 10 à 15 producteurs touchés par un producteur relais. Parce que dans chaque OP, il y a deux paysans relais. Voilà. Ok. Moi, j'avais une petite question. Pendant la préparation de ce webinaire, vous m'aviez présenté une idée vraiment que je trouvais très intéressante. C'est que, voilà, pour sortir un peu
conventionnels et pour proposer aux producteurs d'autres solutions, il était vraiment important de se baser sur les paysans relais et donc qu'il y avait un lien à faire entre paysans relais et agroécologie. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu cette idée? Il faut dire qu'aujourd'hui, ce que nous tentons de faire avec les anciennes méthodes, les anciennes pratiques, il faut dire que nous avons pas mal de difficultés sur nos parcelles. Donc, du coup, aujourd'hui, il est important pour nous d'essayer de pratiquer d'autres méthodes. Anciennes pratiques, c'est-à-dire avec la fertilisation, avec les engrais de synthèse, qui aujourd'hui nous causent pas mal de problèmes. Au lieu d'avoir une croissance de rendement, on assiste contrairement à un baisse de rendement. Donc, du coup, on est obligé de se retourner et pour essayer d'enrichir nos sols avec la matière organique. Parce qu'on s'est dit qu'on a fait les expériences. Avec ces expériences-là, ça nous a donné de beaux résultats. Donc, aujourd'hui, ça s'impose à tout le monde de vraiment pratiquer l'agroécologie si nous voulons durer dans cette activité-là. Si nous voulons faire l'agriculture durable, l'agriculture durable, il va falloir que nous migrons un peu vers l'agroécologie. Sinon, demain, ça peut être vraiment un gros problème pour les paysans que nous sommes. Okay, je voulais rajouter que pour cette migration-là, d'abord, nous avons commencé par s'attaquer au problème de fertilisation. Bientôt, nous allons passer à une autre étape. Là, ce sera la protection, mais avec les produits bio. Voilà, donc la fabrication de biopesticides et biofongicides et tout ça. Voilà, donc, comme nous le disons, ce sont des producteurs qui avaient leur méthode. Donc, aujourd'hui, c'est petit à petit que nous introduisons toutes ces techniques agroécologiques. Voilà, donc, notamment faire le paillage, faire du compost, faire du bokashi et tout ça. Donc, progressivement, on va arriver à avoir pas des producteurs 100% agroécologiques, mais qui auront des techniques de mise en place avec les méthodes agroécologiques. Très bien. Merci beaucoup. On va prendre une dernière petite question avant de passer à la suite. Y a-t-il un niveau minimum d'éducation, de formation du paysan relais lorsque vous avez sélectionné les paysans relais? OK. À ce niveau-là, il n'y a pas eu de... Nous n'avons pas imposé de niveau, mais nous avons dit que le paysan relais, dans les critères de sélection, il fallait qu'il sache lire et écrire. Voilà, mais nous ne sommes pas partis sur la base d'un niveau scolaire ou un niveau intellectuel. Très bien. OK, merci beaucoup donc à nos collègues de Côte d'Ivoire. Je vous propose qu'on poursuive avec l'expérience au Kenya et donc de CGA, de paysans formateurs à paysans fournisseurs de services. Calvin, Julius, it's your turn to share with us CGA experience about advisor farmers. Okay, thank you. So we're going to make presentation, two of us, Calvin and Julius. So I will give a little bit of background or how the initiative started. Then Julius will give his experience and the roles that he does as a lead advisor. So in the year 2008, we started piloting the concept of having lead farmers. And the reasons to this was that there was a gap between farmers and access to technologies because we find that there was nobody was able to relay the information effectively. This is because in Kenya, we have got limited agriculture officers. These are extensions providers by the government. So the number has been decreasing. So there was that need to bridge the gap, somebody who is able to give the advices to farmers. So the roles of the lead farmers entails majorly training
And this training, we have got practices that farmers would like to adopt, but they don't have enough information about. This could be, for example, the sustainable practices. The training also entails post-harvest handling, especially when the crop is ready. We also have some trainings that entails gross margin analysis. And this is coupled with season reviews where farmer can share some technical and economical analysis. So this is done by the farmers advisors. Under the CGA, we also have a service that we call technical advisory services. And this is normally offered through establishment of demos. So as coordinators, we may have many demos, but we have one coordinator per county. So a coordinator managing, for example, 10 to 15 demos could be a bit difficult. So the farmers advisors help in management of the demos. Then we have got some farmers advisors that are also involved in other services like spraying services. So they do the spraying services. In addition to that, there are those that also involve in linkages for farmers in terms of inputs. This could be seeds, this could be fertilizer. So in terms of options, one farmer advisor manages about 1 to 3 groups. This could be 50 to 100 farmers. Then nationally, we have got around 150 farmers advisors. Next slide, please. So that was 2008 when we piloted the farmers advisors model. Then the model changed a little bit in 2019, where we introduced the component of a farmer service center, or what we call a hub. So this is basically the farmer service center, or a hub is like a one-stop shop or an avenue where farmers can get various services, and it is managed by a local entrepreneur. This could be a farmer, and this farmer has got some business orientation while he or she does the works of advisory or training or linkages. There's a component of business orientation where there are some commissions that are being earned by the farmers advisors. So through that, we've been able to reach more farmers. At the same time, trainings are also going on. Hosting of demos are still going on at the level of the hub or the farmer service center. So this offers value, especially the training, the hosting of demos, that offers values to these farmers advisors to be able to do some sales. The sales could be in terms of seeds, the sales could be in terms of agrochemicals. Yes, next slide. So on this slide, we have a graphical presentation that shows the various categories in the model. And we have what we call in the inverted pyramid. So in the pyramid, at the upper end where we have got farmers, that forms the larger part of the population. Then after that, we have got the farmers advisors, the hub or the farmer service center. Then we have got service providers, and now the FO, which is the Cereal Growers Association. So these categories, they've got different roles. If I start with the Cereal Growers Association, which is the national body for farmers in Kenya,
We do capacity building and empowerment. This is for the farmers advisors, especially in terms of mentorship. We also work with the service providers. So we do linkages of these service providers to the hubs and also to the farmers. Then CGA through establishment of demonstrations and trials, for example, and also in working with other research organizations, we'll be able to do linkages that surround new technologies. Now to the service providers, this includes various actors that work with farmers. It could be input supplier, it could be a service provider that provides, for example, mechanization. It could be an off-taker, somebody that buys farmers' produce. So these categories, they also do capacity building. For example, it is about agronomy. They also do capacity building or training. In terms of logistics coordination, when the farmers advisors want to buy some inputs, so they liaise with the farmers advisors, the hubs or the market centers to coordinate on now the products can be able to reach the farmers advisors. Now to the farmers advisors or the hubs or the farmer service centers, like I said earlier, is a one-stop shop that does advisory. They do linkages in terms of mechanization. If somebody wants, for example, maybe spraying services, chiseling, for example, they also do linkages in terms of soil testing to know the status of various soils. In terms of product aggregation, this entails, for example, when you want to do sales, maybe for maize, for beans, then they coordinate with the farmers that they work with to aggregate together. Now to the farmers, in this kind of arrangement, we are targeting the farmers. They will need quality inputs. So these quality inputs that will enable them to have some good harvest. This is coupled with the advices. So these advices comes from the farmers advisors. So if you look at the chain, CGA, the farmers organization, will work directly with the service providers. The service providers work with the farmers advisors. Then the farmers advisors now work with the farmers. So if you look at how the linkages is connected, you find that the CGA connection is more with the service providers with the farmers advisors majorly with the farmers. But you'll also find that in some cases, because of capacity building, also the issues of monitoring and follow-up, CGA will also interact with the farmers and also the farmers advisors. Next slide. So now I give it to Julius that explains his experience and the activities that he does. Hello everyone, I'm Julius Maina. I'm the service provider from Nakuru County. To begin with, I am the service provider. We are selected from the CGA as the role model and the farmer practicing, the farmer who practices the farming. So, when you are selected to be a reed farmer,
you need to be a role model and a person who can mobilize the farmers and come together and have the information. They have the information from where you are trained from. The next, you have to be a member of CGA. By this, you are a member of CGA by registering and also have a group where you are reading them. Also, you have to be entrepreneur-minded. By this, I mean that one has to be somebody who is able to think and have, maybe if you are farming, you farm as a business person where you are farming and you are going to sell as a business person. And at the current, I have the 50 farmers whom I'm reading them. The next slide. The role of the FA or the reed farmer. One is the training. From the training, I'm being trained by the CGA, and where I go to train the members or the farmers, the practice that I want them to do. Second, input procurement. By this, I mean that from the CGA, we are able to get the input where we sell the input to the farmers as per their need. We also have the spraying services, whereby as a reed farmer, I have the people who work with the farmers who go to spray to their crop. The next is the linkage input supplier, that's seed like beans, mechanization, soil testing. Maybe I'd like to elaborate more about the beans supply. We have the improved beans, whereby the farmers come together and procure the seed together. Also, we have the mechanization. About the mechanization, we link farmers to where there is a service provider who does the mechanization, that is plowing, planting, even the harvesting. We also have the other services like soil testing, whereby we want to know the status of the soil, where we make the soil sampling for the farmers and we charge them. And by this, the service provider gets the commission. We have another point of management of the demos. By this, the farmers, to practice well, has to see and has to see how the practice is done. So we organize the demo or the demonstration farm or the plot, whereby the farmers come and learn together so that they can go and practice what they have learned. By this, what motivates me doing this is by the new skills that I learned from being trained. We also have the other service provider come and share the new skills. Also the new skills we learn from farmers exchange visits, and we do come and practice them. Another thing that motivates me is that I get the commission after selling the beans or seed or agrochemical, I get the commission. If I manage to link the farmers to where they are going to get the mechanization, I get the commission, and that's motivate me. Another point that motivates me is about the branding, whereby the CGA has able to brand me with a cape, with a t-shirt, with the logo, which identify me to the farmers, and that make me, I'm being
being humbled to the farmers. They know me by branding. We also have another point, another thing that makes me motivated is about the smartphone to access the information. By this, I'm able to share information with the other farmers. I'm able to get the information from the CGA and disseminate it to the farmers. We also have, maybe if I have the smartphone, I'm able to learn from other farmers and do practice to others. I'm able to take the photos, I'm able to take the pictures, I'm able to take the videos and share with the farmers, and we learn together. Next slide, please. So I will explain this in summary, the role of CGA in the model. So first, there's the identification of the hubs and the farmers advisors. So this we work in coordination with the chapters. So we have committees that suggest names after discussing the criteria that we had earlier discussed. So the committees help in identification because they're the lead farmers. So they know the farmers, so they give the suggestion of the names after debating on the criteria. So after that, we do the identification. CGA leads their role at the various local levels. There is the angle of mentorship. So by mentorship, we mean that CGA do training to the farmers advisors, to the hubs, and these trainings are of various modules. It could be agronomy, post-harvest handling, the gross margins that we talked about. There is the linkages where CGA links the farmers advisor, the hubs, various service providers. At the same time, there's also information dissemination, especially on other platforms. It could be like the online platforms, for example, the WhatsApp platform. We have got the smartphones that we talked about, where the lead farmers are able to get some information. It could be about weather, it could be about prices, for example. There also the financial compensation for the farmers advisors, especially when the model started, though we're in the process of transition and to have the sustainability model, we had some financial compensation for the farmers advisors, especially those that were doing trainings and management of demos. So the compensation covers the transport and lunch. CGA also does backstopping. So backstopping here means is overall supervision of the farmers advisors in coordination or working together with the chapters of the local leaders. So this to ensure that the information that is given is right, and also that the lead farmers are working with the farmers, and if there are problems or challenges that we could discuss as a team. Next slide. So now on overall CGA perspective on the two models. So in the two models here, we compare the farmers advisors that do not have the business orientation or do not have the component of earning commission, and the hubs or the farmers advisors that is oriented to commissions. So first we see that for the farmers advisors, there is neutrality in giving out advices, so there's no bias because there's no angle of commissions. And also there's a strong link with the groups. So because mostly the farmers advisors they originate from the group, so there's that strong link with the group.
as opposed to the hubs that may have many groups compared to the farmers advisors. So the challenge of the questions that still remains, especially for the farmers advisors model, is the issue of the non-sustainability, because CGL, like we said earlier, there's that financial compensation. So that is a challenge or a question that remains unanswered. Comparing this to the hub or the farmer service center, you find that for the farmer service centers, we reach more farmers because you find the farmer service centers are more stretched. For example, they could reach more than 100 farmers. Advantage of this, another advantage is the sustainability component because it's business oriented. They try more to link the activities that they do with the commissions. For example, if it is training, they do the training with the hope that the training could translate to some commissions that could be earned from the maybe selling of the products or offering spraying services, for example. On the questions of the challenges, the business orientation at times will result to, is a challenge that it could result to giving biased advice. This biased advice is in terms of maybe the hub or the farmers advisors would recommend products or seeds, for example, that they know they will earn something out of that. Another challenge or questions that remain unanswered is the issue of some small farmers left out because for the hubs, they tend to orient the operations or working with the more commercially farmers that I would say some of their large scalers as opposed to the very small farmers that maybe will not buy more. Now, comparing the two models, we also see as a CGA that the two models are needed because the hubs try coming to solves the gap of the sustainability issue. The farmers advisor is also needed because these are the small farmers that could be left out by the farmers hub because you find that the hub has got a strong connection with the groups. Then also, I would also like to give to Julius to give his, he has been in the two models, maybe he also has got some perspective from the farmers advisor, how he sees the models. Okay, the two models are not bad, but the most suitable, maybe I can say, is about the farmers hub because it's business oriented, and also we are able to meet so many farmers, and we are able to have more charity that will help the farmers. But so far, also the farmers advisor, it's not bad, as like my colleague has said that it's able to help even the small scale farmer, even the who has no, maybe doesn't doing the business, he is able to be helped because we have the limited agriculture officers. So that is it. I think we give room for questions. Yeah. Thank you very much, Julius and Calvin, for this very interesting presentation. So let's start with the first question from Mrs. Louve from Madagascar. She's asking if is there a diploma required to be a farmer advisor, as the missions, it seems that the missions you have are very technical. So is there a minimum diploma required? Okay, there's no minimum diploma that you are required. The only
minimum required is the experience and maybe the experience that you have, and also the experience that you have is the only that is required, and the skills. Okay, thank you. Other questions? Est-ce qu'il y a des mains levées ou des questions dans le chat? Ou est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir pour ajouter quelque chose, peut-être mettre en relief une idée? Alors, Augustin, la parole est à toi. Bonjour à tous, je vais parler en français. C'est avec beaucoup de plaisir que j'entends Calvins et notre ami agriculteur qui partagent l'expérience et qui témoignent d'une maturité dans la réflexion qui montre qu'ils ont cheminé. Une question que je me pose par rapport à la situation actuelle et ce qu'on a connu par le passé. Il y avait un objectif, c'est vrai, de diffusion plus largement du nombre de Farmer Advisors et des hubs qui posait la question de leur accompagnement, encadrement par les coordinateurs des comtés. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un peu stabilisé et est-ce que les coordinateurs de comté se sentent pleinement accompagnateurs et est-ce qu'ils y arrivent au vu de la grande surface, on va dire, de communes ou de territoires qu'ils couvrent? Thanks, Augustine. Of course, we have had evolution, or we have had some progress or transition on how the operations work. So initially, we had the farmers' advisors having targets, like you have mentioned. And also there was close monitoring by the coordinators. But as we progress, for example, if I could give example with my county, I started with 20. Currently, I have 32 farmers advisor. So that those farmers advisors that would say somehow have matured, like Julius here, it was in the first phase when we started the process. But he has moved through the stages, through the mentorship and the trainings, and having interacted with farmers, his experience has also increased. So CGA as a farm organization, the National Farm Organization, is still involved in terms of coordination, especially to the new farmers advisors that are on board. So there's still that close accompaniment or close monitoring and supervision, especially to the training. And you also see that they also help the coordinators, especially with the connection of farmers. If we give example of the management of demos, this is something that the farmers advisors have helped the coordinators. And also in terms of trainings, they also help in terms of training. But again, we said that there's need to do what I'm calling the backstopping, or just to follow up that the information that they give or they disseminate is accurate. So as CGA, as farm organization, we still have connection with the farmers as well as with the farmers advisors. Okay, thank you very much, Calvins. Une autre question, alors de Jules Ouedraogo, ou du moins de l'équipe au Burkina. Si au sein de l'OP, il n'y a quasiment pas de producteurs instruits ou alphabétisés, comment faire? I didn't get it clearly. Is he asking whether we have got all the producers that can read and write? Yeah.
I will give Julius to answer because he works more directly to farmers. If all the farmers or the producers he works with can read and write. Okay, not all farmers can be able to read and write, but most of them, they do follow what we are doing and they go and practice. So most of them, they learn from seeing and what we are doing. From the demo, they go and practice to their farm. OK. Jules Ouedraogo, est-ce que vous souhaitez peut-être compléter votre question, préciser votre question, ou est-ce que ça répond à peu près à la question? Jules, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon pour moi. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Et Ferdinand souhaitait poser une question, je crois. Ferdinand. Et on l'a écrit dans le chat box. OK, je vais la lire alors. Les difficultés rencontrées par les paysans relais dans le dispositif au Kenya. What are the difficulties faced by the farmers advisor in Kenya? Okay, the challenge that we do get is about the mobility. Maybe we are meeting the different groups of farmers and they are not together. So we move from one place to another. That's the challenge about the mobility. We also have the challenge about you have to be a practicing farmer and also reading other farmers. So you have to work harder and work more so that the other farmers can follow you. And also at the same time, the other farmers whom you are reading, you want to go and assist them. So we have that challenge that we have to work more harder. Okay. Thank you. Another challenge that we have to go to research to our phone, and also we go to ask our mentor, that is Cummings, so that he can assist us. Sorry, who can assist you? There was a connection problem. Can you repeat, please, your last sentence? We go to research. We get from our mentor, that is the CGA, that is Cummings, who help us with the difficult question that farmers ask. Okay. Okay, great. Thank you very much, Julius, and thank you, Cummings, for this presentation. J'aimerais à présent donner la parole à Madame Louve et Touve pour nous présenter une expérience de paysan relais à Madagascar. OK, bon, on va couper nos caméras parce que la connexion est assez instable ici à Madagascar. Donc, par rapport à notre présentation, on va mettre en contexte un peu l'expérience donc de paysans relais pour Madagascar. Donc, c'était une initiative depuis 2008, la mise en place donc de ce dispositif de paysans relais, mais c'était en 2013 que FIFATA a inscrit dans sa stratégie de 5 ans, 2013-2018, le développement du dispositif paysan relais. Donc, à partir de 2013, donc, toutes les organisations paysannes, membres de FIFATA, a fait comme priorité le développement du dispositif paysan relais. Lors de notre dernier recensement, on compte au niveau de FIFATA 1000 paysans relais depuis donc 2008, le démarrage de l'initiative, jusqu'en 2020. Ces paysans relais, ces 1000 paysans relais se répartissent sur 10 régions d'intervention de FIFATA à Madagascar. Et le paysan relais, c'est qu'il y a plusieurs thématiques travailler donc des paysans relais, mais globalement, la majorité des paysans relais sont sur les thématiques agroécologiques,
santé animale et la production de semences de pommes de terre. Pour cette présentation aujourd'hui, donc, on va faire un focus sur la santé animale, les activités, le rôle des paysans relais sur la santé animale. Et il y a Madame Louvre, paysan relais sur la santé animale, qui est avec moi et qui va répondre à vos questions après. Donc, sur la santé animale, c'était donc parti sur le taux de mortalité élevé au niveau des éleveurs. Et le service de la sécurisation de cette santé animale est vite très demandé par les membres. Donc, c'est là que il y a donc la mise en place progressive de l'achat groupé de vaccins et la mise en place du dispositif de paysans relais pour faire la vaccination auprès des membres. Et avec ça, faire aussi les petits soins et le déparasitage des volailles. 45% donc des paysans relais, donc 45% des 1000 paysans relais que j'ai dit tout à l'heure, sont tous actifs sur la santé animale au niveau de FIFATA. Ce sont donc des paysans relais formés sur le métier de paysan relais. C'est positif. Oui, par rapport au rôle des paysans relais, quels sont donc spécifiquement le rôle de ces paysans relais? Donc, les paysans relais sur la santé animale, c'est eux donc qui se chargent de l'organisation de la campagne de vaccination au niveau de l'organisation paysanne où il est affilié. Donc, quelles exactement donc ces activités? Donc, c'est plus sur le recueil des nombres de poulets à vacciner, faire aussi la consolidation des quantités de doses de vaccins nécessaires pour cette campagne et définir ensemble avec les OP la période où on va faire donc la vaccination. Donc, tout ça, donc, c'est le paysan relais qui se charge de cette campagne de vaccination. Donc, c'est elle aussi, le paysan relais aussi récupère les vaccins auprès donc du point de conservation de ces vaccins parce qu'il y a l'achat groupé, c'est fait soit au niveau de l'OPP, soit au niveau un peu plus supérieur, donc inter-OP, donc plusieurs OP qui se fédèrent un peu et organisent ensemble donc l'approvisionnement de vaccins. Donc, c'est le paysan relais qui récupère donc les vaccins pour être ramenés à la base. Donc, il est équipé pour ça de glacières pour conserver les vaccins. Dans certains cas aussi, on les équipe d'un sirpot, c'est donc un pot réfrigéré. Il y a deux pots qui intercalés de sable et on met de l'eau donc entre les deux pots et ça c'est comme un petit frigidaire pour stocker le vaccin. Il y a aussi donc des équipements, des petits coffrets pour garder les produits végétaux. Donc, on donne aussi, donc on équipe les paysans relais pour assurer donc ce stockage des produits végétaux. Les paysans relais aussi font des rapportages parce que les paysans relais donc, sont en lien avec les vétérinaires parce qu'on fait de la vaccination et ils sont donc obligés d'être en contact avec les vétérinaires pour que leurs actions
soit donc dans la sérénité. Et il y a aussi ces rapportages au niveau de son OP sur les nombres de doses administrées, sur les cas de maladie identifiés, sur les problématiques dans la campagne de vaccination, le retard d'approvisionnement, tout ça. Donc, le paysan relais fait ce rapportage au niveau de son OP et rapporte aussi au niveau des vétérinaires des doses administrées pendant une période donnée, mensuelle ou trimestre. Les paysans relais aussi donnent des conseils aux éleveurs, donc des petits conseils, par exemple sur les carences constatées sur les poulets. Donc le paysan relais peut donner donc des petits conseils sur il faut donner de la vitamine, déparasiter le poulet, l'hygiène du poulailler, l'hygiène de l'abreuvoir, tout ça. Donc, ce sont des conseils que les paysans relais donnent aux éleveurs, mais pour des conseils un peu plus techniques ou qui méritent donc plus de regard des techniciens. Donc, le paysan relais fait appel aux conseillers. Donc, leur façon de faire, c'est que le conseiller fait une réunion de paysans relais, soit trimestriellement, soit mensuellement. Ça dépend donc des régions. Et c'est là que les paysans relais évoquent aux conseillers agricoles les problématiques qu'ils ont rencontrées ou les questions assez difficiles posées par les producteurs. Et c'est là que les conseillers donnent des renforcements de capacités ou donnent des réponses aux questions posées par le paysan relais. Et si besoin, le conseiller va directement avec le paysan relais sur l'exploitation pour regarder, pour donner conseil directement aux éleveurs. Pour l'identification des paysans relais et le lien avec OP, donc ça, c'est que bon, le choix donc, des paysans relais, c'est surtout par l'OP. Donc, c'est l'OP donc, qui choisit ce qu'il veut désigner comme paysan relais. Homme ou femme, ou jeune ou plus âgé. Ça dépend aussi donc de la notoriété de la personne au niveau de l'OP. Donc ça, c'est l'OP qui identifie la personne pour être paysan relais. Mais au niveau de FIFATA, par rapport à cette expérience depuis 2008, FIFATA a quand même défini quelques critères de paysans relais pour que les dispositifs soient plus efficaces. Donc ça, il y a quelques critères comme la disponibilité de la personne, son exploitation doit être modèle, sa capacité aussi de déplacement, ça c'est très important, et son activité au niveau de l'EP, activité dans la vie associative, activité aussi autour de ses pairs. Donc, tout ça, donc, ce sont des critères définis par FIFATA et proposés à l'OP. Et à l'OP, donc, d'identifier à la fin la personne qui correspond à son choix et aux critères définis par FIFATA. Donc, actuellement, hein, la réflexion en cours ici à Madagascar, c'est plus donc sur le zonage, la répartition géographique des PR, parce que auparavant, FIFATA a donc un PR pour une OP. Donc ça, c'était donc ce qui a été mis en place, c'est qu'on forme un paysan relais pour une OP et ce paysan relais va répondre aux services, aux besoins
son OP. Mais actuellement, on identifie que les OP en général se trouvent dans un rayon de 3 à 5 km dans une commune, par exemple. Et il y a donc une concurrence entre les OP fournisseurs de services. Par exemple, les vaccinateurs, les paysans relais vaccinateurs, dans son OP, il donne le service à 10 éleveurs. Il fait donc la vaccination, la campagne, tout ça. Et de l'autre côté aussi, il y a un paysan relais dans un rayon de 3 km qui donne le même service. Donc, il y a une concurrence et la viabilité donc, économique du service est un peu difficile pour les paysans relais fournisseurs de services. Donc, la réflexion actuelle, c'est donc de réfléchir au zonage des paysans relais fournisseurs de services pour que les services soient rentables pour les paysans relais et aussi pour que ça donne plus de motivation aux paysans relais d'étendre ce service donc, aux autres OP. Par rapport à la stratégie de pérennisation, par rapport aux pérennisations donc, des paysans relais, c'est qu'il n'y a pas donc de normes, il n'y a pas de standard ici à Madagascar, mais c'est selon les régions et c'est selon aussi les OP qui définissent donc cette rémunération ou motivation des paysans relais. Donc, la plupart du temps, c'est ça la remarque et je vois aussi que les présentations précédentes ont évoqué, c'est que c'est plus de la gratuité. Le paysan relais donc, gagne plus sur la reconnaissance sociale et non sur le bénéfice financier du service. Et là, donc, c'est que c'est sur la reconnaissance sociale, sur les accompagnements fréquents et diversifiés donnés par le Conseil agricole. C'est plus ça, donc, que les paysans relais gagnent actuellement. Il y a aussi donc, des petites dotations pour les paysans relais pour faire en sorte que son exploitation soit vraiment donc, une vitrine pour les autres membres. Et c'est là que les autres membres donc, prennent l'inspiration et copient ce qu'ils voient sur l'exploitation du paysan relais. Et c'est une manière aussi de diffuser donc, les bonnes pratiques. Et là, il y a une majoration sur les doses de vaccins, mais ça, c'est concerté avec l'OP. Mais il faut tenir compte aussi que sur cette majoration, ce n'est pas vraiment une majoration correspondant au coût du service, parce qu'il y a aussi le niveau de vie, les revenus des producteurs qui sont très, très, très faibles. Donc, ça, c'est vraiment une majoration un peu symbolique que les paysans relais vaccinateurs donc, prélèvent sur les doses de vaccins. Et il y a donc, dans certains cas aussi, le paiement en nature du coût du service. Par exemple, sur 50 têtes vaccinées, des éleveurs donnent un poulet ou 2 poulets ou des poussins aux paysans relais vaccinateurs ou des fois du paddy pour compenser un peu, donc pour rémunérer un peu le service du paysan relais vaccinateur. Et
c'est ça notre représentation. Il y a Madame Louva qui peut répondre à vos questions avec moi. Donc, on attend les questions. Merci. Un grand merci, Touve. Est-ce que Madame Louve souhaiterait peut-être ajouter quelque chose à ce stade avant de démarrer les questions? Donc, ça dépend donc de vos questions. On attend vos questions. Ok, alors c'est parti pour les questions. Donc, j'ai vu dans le chat une question de Victor et de Bertrand du Burkina Faso, ensuite une question de Julius. Alors, je vous propose de reposer vos questions et lorsque vous prenez la parole, de vous présenter nom, organisation, pays et puis de poser votre question et à qui vous la posez aussi. Alors, commençons par Victor. Il s'approche. La question. Il s'approche. Accélère. Oui. Excusez un instant, on est un peu. Il est là. Ok, oui, pas de problème. Ok, oui, Victor. Pour ma question, bon, je voulais savoir le niveau d'autonomie des PR. Est-ce qu'il y a des PR qui arrivent à être plus autonomes et ne pas être trop dépendants du conseiller? Est-ce que vous avez déjà ces genres de PR? Mahita PR ohatrany hoe mahaleo tena fa tsy dia tena miankina loatra amin'ny conseiller. Sa amin'ny ankapobeny mbola tena ilaina foana ny conseiller. Alisao zany io zao efa hoe fatao mahalavaka izany dia saika hoe efa mahavita liasa le PR. Fa rehefa misy zavatra tena hoe tsy vita zany na hoe mbola misy zavatra jovaly olana amin'izao dia maka hevitra any amin'ny hoe misy aretina vao ohatra. Misy zava-mitanga vaovao zany tsy tao anatin'ny forme PR dia Ok. Je fais la traduction là. Donc, Madame Louve, sa réponse, c'est que après donc, plusieurs années, depuis 2015, où elle a exercé donc, le métier de PR, actuellement, elle arrive à accomplir toute seule donc, son activité de paysan relais en santé animale, mais qu'il y a donc des nouveaux maladies, des nouveaux cas constatés où ce n'était pas dans leur formation initiale. Il est toujours important donc d'appeler le conseiller, de demander l'expertise donc du conseiller agricole. Donc ça, donc il y a déjà donc une certaine autonomie sur le service à la base, mais il y a toujours des cas spécifique où elle a toujours besoin donc, du conseil agricole. Je ne sais pas si ça a répondu donc la question de Victor. Ok, c'est bon. Merci Victor. Avant de donner la parole à Bertrand au Burkina, je souhaiterais relayer une question de Monsieur Ogola. What are some challenges faced during vaccination? Donc, quels sont les principaux défis rencontrés lors de cette activité de vaccination? Satria efa mandeha tsara zany ny mahakasika vaccine. Fa ohatra hoe ho ana hoe mampiherina zany olana aminahy resaka hoe le ara-potoana zany eo amin'le fahalavita le toerana le angalana le vaccine satria mila any amin'ny OP zany ianao dia mandeha makany amin'ny vovonana communaly any misy an'ny boîte à pharmacie misy ny vaccine dia lalana eo 5 kilomètre 5 kilomètre retour. Zay zany ilainy olona hoe io zany dia ohatra hoe tsy afaka hoe na 50 heures ohatra hoe kely ara ny akory tsy maintsy mandeha ny PR fa tsy hoe kely dia tsy mandeha zany fa mafy zany ilainy fambana dia hoe mila fambana. Donc, c'est que par rapport à la vaccination, donc les déplacements pour elle
parce que le lieu où elle récupère donc le vaccin est assez loin et le fait donc de se déplacer, ça c'est contrainte pour elle. De plus aussi que dans son métier de paysan relais, c'est qu'elle ne peut pas donc refuser les personnes qui demandent les services en dehors donc, de la campagne de vaccination, même si ce sont donc des 20 têtes, 30 têtes, elle doit être toujours prête et mobilisée pour assurer donc ce service santé animale. Donc, pour elle, c'est plus ça qu'elle rencontre en tant que paysan relais vaccinateur. Mais par rapport au service, elle maîtrise bien tous les techniques. Très bien, merci. Pour rester sur la vaccination, il y a une question de Julius au Kenya. Are there local vaccines for prevention from poultry diseases? Alors, vous avez la traduction, je pense. Misy vaccine ve io ny fotony eny amin'ny OP mba ahafahana hoe misy ahafahana tonga dia mamatsy an'ilay OP zany mbola tsy misy io fa efa mila hoe commande dia ny fofonana dia maka ny OP fa ny OP manokana tsy misy. Okay. Donc, ça dépend donc des régions. Il y en a donc qui ont déjà donc des mini boîtes pharmacie au niveau de l'OP. Et ça, donc, ça permet donc de répondre rapidement les besoins vaccins. Mais pour Madame Louva, c'est pas encore le cas chez elle, dans son OP, parce qu'elle doit encore se déplacer au niveau de chef-lieu de la commune, là où il y a donc le bureau de l'union communale. Donc, c'est là qu'elle procure les vaccins. Donc, ça dépend des régions ici à Madagascar, donc l'existence de ce dispositif de proximité. Ok. Julius, est-ce que ça répond à votre question ou est-ce que vous souhaiteriez repréciser un peu votre question? My question was, do they have the local vaccine, the local? Produced locally? Yeah. Alors, la question... Donc, vous voulez dire produit à Madagascar. Donc, il y a donc des vaccins produits à Madagascar. Il y a un centre national qui produit localement donc des vaccins. Et généralement, pour traiter le choléra aviaire, on utilise notamment du vaccin produit localement. Les vaccins Nymphafet, I don't know. I think, sorry, excuse me. I think from my understanding is like he wanted to know whether they are locally made vaccines. Like here in Kenya, we have these organic, people make their own localized vaccines. So I think that's the perspective that he was, not the ones from the national vaccines, but just from the villages. Non, non, il y a pas le dispositif, le matériel, toute la technicité, donc encore à Madagascar de produire des vaccins localement. Donc ça, c'est encore au niveau national que le vaccin est produit. Ok, alors du coup, je vous propose qu'on passe à une autre question. Donc, une question de Bertrand au Burkina. Est-ce que vous pouvez poser votre question, Bertrand, et préciser à qui vous souhaiteriez la poser? Bonjour et merci beaucoup pour la présentation.
Ma question, j'avais posé une question qui, une réponse a été donnée par Julius, notamment sur le fait que plusieurs OP et plusieurs producteurs de lait, est-ce que c'est plusieurs producteurs de lait qui travaillent sur plusieurs services? Mais la réponse qui a été donnée est assez satisfaisante. Maintenant, il y a une autre question sur, on a écouté avec intérêt le dispositif de rémunération ou de ristourne au profit des PR. Maintenant, on voudrait savoir si cette rémunération-là n'a pas d'effet pervers sur la motivation. C'est-à-dire, est-ce que ils n'attendent pas ça maintenant avant de se lancer effectivement dans les activités? Parce que chez nous, ici, il n'y a pas d'abord cette initiative de ristourne et autres pour les PR. Parce qu'on estime que c'est une activité de l'OP et que c'est l'OP, c'est un engagement fait de l'OP. Mais en regardant ce qui se passe ailleurs, on a aussi envie de passer à cette motivation-là qui pourrait être bénéfique pour les OP. Donc la question, est-ce que cette motivation, cette lancée dans laquelle nous voulons aussi nous mettre là, est-ce qu'il n'y a pas d'effet pervers? Est-ce qu'en rémunérant avec les ressources et autres là, entre-temps les OP et les PL là n'attendent pas ça avant de se lancer effectivement dans les activités? Merci beaucoup. Et donc, la question, vous la posez à l'équipe du Kenya ou à Madagascar? L'équipe du Kenya. OK. Maybe what I can suggest that if we can have like what you have said, that we generate the income, it could be better for the reed farmer or the FA farmer to work better without any challenge. Suggest it's a challenge, I would say, as a coordinator, that we have had some other lead farmers that just expect the compensation or the remuneration even before doing work. But we had to explain to them that this is something that should not be the motivating factor. The overall goal should be a farmer who is practicing at the same time is through learning, because we believe that when they share, when they coordinate the knowledge that they have, they also improve their farming business. But yes, it's a challenge to some farmers' advisors, especially those that just see the compensation for the lunch. That is the overall motivation. And that, I would say, has also resulted into us doing the review and also dropping some farmers' advisors because their expectations were high that as a farmer organization, we are not able to manage. So slowly, there's that component of sustainability, especially if you have only farmers advisors that expect to be paid from the National Farmer Organization. Yes. OK. Thank you. Je vous propose qu'on prenne deux dernières questions, qu'on passe ensuite à la suite. Une question de monsieur Aka François d'Agboville. Est-ce que l'élevage est l'unique activité de ces éleveurs? Sinon, est-ce que ces paysans relais accompagnent les producteurs sur d'autres activités? Donc, je pense que c'est une question pour Madagascar. On appelle les olona amin'ny hafa ihany koa ve ianareo sa hoe ny paysan relais zany dia élevage fotsiny ihany no ataony? Manampy eo akoatran'ilay resaka akoty dia manampy ihany koa nareo amin'ny zavatra maha paysan relais anareo an'ilay olona. Dia taika fananan'ny paysan relais zany akoatran'io na tsy ompiana koa dia izay mihitsy mantsy ilay takiana ao amin'ny paysan relais hoe olona tia mizara. Afaka mifampizara ny taika efa azy tsy midany eo anivony koa ihany fa izay zavatra hoe taika efa hita fa
soa fiarahamonina zany dia efa mizara. Mijanona koa eo kamana fanaovana vaccin zany vovy eo anaty fikambanana natao fa zavatra ary zay ohatra hoe torohevitra zany afaka manome manodidina sy ny fiarahamonina satria izay koa zany le tena tokona hoe le mitondra fampivoarana ho an'ny nivon'ny fiarahamonina. Donc, l'élevage n'est pas la seule activité donc, des producteurs. Ils font aussi du maraîchage et de riziculture. Donc, c'est complémentaire avec l'élevage parce que sur l'alimentation aussi, le maraîchage peut être donc complémentaire avec l'élevage. Par rapport aux conseils, autres conseils que le paysan relais donne aux membres de son OP, c'est que c'est juste donc la vaccination la vaccination doit être donc au niveau des membres parce que la législation ou tout ce qui dérive après, ça, il faut donc que c'est juste les membres qui doivent bénéficier de vaccination. Mais pour le conseil, ça, il n'y a pas de limite. Donc, c'est ce qu'elle a dit que les paysans relais et surtout donc des personnes qui aiment partager et partager ses expériences, partager ses savoir-faire, même au-delà de l'élevage, au-delà de son rôle de paysan relais vaccinateur. Ça, c'est tous les jours qu'elle le fait avec les producteurs dans son OP. Et ça permet donc, dans ce qu'elle a constaté, que beaucoup donc, de non-membres d'OP, beaucoup de ses voisins imitent et copient beaucoup donc, ce qu'elles font dans son OP. Donc ça, c'est un constat qu'elle fait que, à part le service vaccination, elle donne aussi donc d'autres conseils, partage ses expériences sur d'autres thématiques. Très bien, merci. Dernière question de Jules sur la dotation. Jules, est-ce que vous pouvez reprendre votre question et préciser à qui vous la posez notamment? Excusez, donc c'est sûrement une erreur de manipulation. Non, c'était pas une question? Oui, c'est moi qui ai posé la question. Je voulais savoir, au cours de la présentation, ils ont parlé des dotations. Je voulais savoir si la dotation est faite aux producteurs relais ou à l'OP. Je réponds à cette question. Donc, la dotation, c'est que on donne à l'OP les matériels, mais c'est l'OP qui met à disposition donc, du paysan relais des matériels parce que ça, c'est pour sécuriser donc, les matériels. Pourquoi? Il y a des paysans relais qui désistent des fois. Il y a des paysans relais qui changent aussi d'endroit, qui émigrent aussi dans d'autres zones. Donc, les matériels doivent rester à l'OP. Et après, l'OP identifie des nouveaux paysans relais et remet à disposition donc, de ces matériels aux nouveaux paysans relais identifiés. Donc, ça, c'est une expérience qu'on a eue parce que des fois, il y a des paysans relais identifiés et opportunistes. Et dès qu'ils reçoivent donc, les matériels, ils ne fournissent plus donc, le service. Ils partent avec le matériel et l'OP vraiment laissé là. Donc, ça, c'est notre façon de faire actuellement. Dotation à l'OP et mise à disposition de l'OP, OPR. Très bien. Merci beaucoup, Touve. Je propose qu'on s'arrête en ce qui concerne les questions à ce stade. Hein. Le temps file, on a déjà pas mal dépassé. C'est un sujet passionnant. Du coup, je m'excuse pour peut-être les quelques questions ou remarques dans le chat qui n'ont pas été reprises. Et je vous propose maintenant voilà, de passer à la prise de hauteur. Donc, j'aimerais donner la parole à Ida, qui va nous aider donc, à prendre de la hauteur par rapport aux différents témoignages et aux échanges que nous avons pu avoir et apporter quelques éléments de réflexion et de conclusion. D'accord. D'accord. Déjà, merci pour ces grandes expériences qui ont été partagées.
je trouve que le dispositif des paysans relais est un dispositif très pertinent par rapport aux différents contextes qui sont dans les différents pays qui ont témoigné aujourd'hui et partagé leur expérience. Ce dispositif des paysans relais est donc un dispositif qui permet aux organisations paysannes de donner un service de proximité et de toucher le plus grand nombre possible de producteurs sur le terrain, pratiquement et directement sur le terrain. Ces paysans relais sont en général appelés à faire des diffusions de nouvelles techniques agricoles, de donner des conseils, pas seulement des conseils techniques, mais pouvant aller jusqu'à, par rapport aux intrants à utiliser, allant même jusqu'à la commercialisation. Et à côté, ils sont aussi appelés à donner, à renseigner sur les activités qu'ils ont réalisées, à faire même des rapports. Donc, ce rôle de paysan relais n'est pas donné à n'importe qui. Il y a tout un processus donc d'identification pour avoir des paysans relais efficaces. Il existe des critères qui sont liés à leurs compétences, à leur expérience, à leur engagement. Et souvent, ce sont des paysans qui sont modèles par rapport à leur exploitation, à l'activité auquel ils sont appelés à agir. Dans leur sélection, ce n'est pas seulement les techniciens ou les organisations paysannes qui entrent en jeu dans la sélection, dans l'identification de ces paysans relais, mais on a entendu donc par les différents témoignages qu'il y a un croisement des points de vue des conseillers et des organisations paysannes pour bien cibler qui sera la personne désignée à être un paysan relais. À côté, ces paysans relais ont bénéficié aussi de différentes formations, de renforcement de compétences, de soutien pour qu'ils puissent remplir leur rôle. Sur le terrain, ils peuvent agir directement en donnant des services directs comme faire la vaccination ou à organiser des échanges pratiques pour des formations très pratiques ou à tenir des sites de démonstration. Maintenant, la question qui se pose et que pour nous mener en réflexion, c'est est-ce que donc ces paysans relais peuvent remplacer les conseillers agricoles et que sur terrain, au niveau des OP de base, il n'y aura plus besoin d'intervention de conseillers agricoles. Je pense que paysans relais et conseillers agricoles sont très complémentaires dans les différents témoignages que nous avons. Les paysans relais, eux, agissent suivant leur expérience pratique des choses, suivant leurs compétences, mais quand il y a des problèmes qui les dépassent, ils ont besoin des conseillers pour les soutenir. Et aussi, pour pouvoir rester modèle et toujours être à jour des conseils ou des formations ou des services qu'ils offrent, ils doivent être renforcés régulièrement par l'intermédiaire de ces conseillers. Ils doivent suivre des formations régulièrement. Ils doivent être à jour des dernières informations. Et certains ont déjà la pratique d'avoir un échange entre paysans relais, entre eux, pour pouvoir rester à jour et toujours être modèle, être toujours à l'avant pour offrir des services. Mais d'un côté, par rapport à la pérennisation, si on parle de l'aspect économique, la plupart de ces paysans relais ne sont pas encore rémunérés. C'est à partir d'un petit, entre guillemets, bénéfice des services qu'ils ont rendus qu'ils obtiennent un peu d'argent pour les motiver, mais ce sont surtout des personnes engagées dans leur activité. Et là se pose la question maintenant, jusqu'où
autant pour la localisation de leurs services, autant pour le temps dépensé dans l'offre de ces services de proximité, doivent-ils engager pour toujours rester modèle dans leur exploitation, donc, et de ne pas mettre à côté leur exploitation, mais toujours rester modèle tout en remplissant leur rôle de paysan relais. Donc, avoir cet équilibre de temps pour remplir ce rôle de paysan relais, mais jamais oublier qu'ils sont en premier des exploitants agricoles. Donc, voilà à peu près ce que j'ai retenu de nos échanges. Un grand merci, Ida, pour cette mise en perspective et ces éléments très pertinents que vous avez soulignés. Alors voilà, ce webinaire touche à sa fin. Cependant, les échanges et réflexions sur le sujet des paysans relais sont voués à être poursuivis. Donc, pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, voici d'une part les coordonnées des intervenants de ce jour que vous pouvez contacter. Et voici aussi quelques documents disponibles en français et en anglais, notamment pour la table ronde au Kenya. Alors, je vais un peu remettre les contacts si vous souhaitez noter à ce stade. Donc, un grand merci aux intervenants de ce webinaire pour la qualité et la richesse de vos présentations. Un grand merci aussi aux participants et pour la qualité des échanges lors des questions-réponses. Un merci à Justine pour ton appui logistique à l'organisation de ce webinaire et un grand merci aux deux interprètes qui nous ont permis d'impliquer nos collègues anglophones du Kenya, du Malawi et aussi de Géorgie. Alors, le prochain webinaire aura lieu en février-mars 2022 et portera sur la thématique du financement des exploitations. Les personnes intéressées pour partager une expérience sont invitées à prendre contact avec Joseph, Amandine ou Jérémy qui animera le prochain webinaire. D'autre part, pour information, une fiche méthode semences a été élaborée suite au dernier webinaire sur les semences qui a eu lieu fin octobre. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rapprocher des chargés de projet pays ou écrire à Anne, Joseph ou moi-même afin qu'on puisse vous la partager. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, d'excellentes fêtes de fin d'année, du repos pour ceux qui seront en congé et une très bonne continuation dans vos activités. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Goodbye, everyone. Hello. Thank you, guys. Au revoir, merci Martha. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Hello. Au revoir. Lo voy.